mes chers, vous savez, il arrive parfois que la vie nous joue des tours si cruels comme un vent d'automne qui emporte les feuilles les plus chères à notre cœur. Imaginez au cœur d'une église provençale entourée de l'odeur des lys et des roses, fanée, je me tenais là le cœur en miettes pendant les funérailles de mon Jacques. Et voilà que ma belle-fille et cette Béatrice si avide osent murmurer assez fort pour que tous l'entendent. Regardez ces larmes de crocodile. Elle n'a même pas le droit de pleurer. Ce qui l'a fait taire pour de bon, c'était le testament. Restez avec moi jusqu'au bout de cette histoire et dites-moi en commentaire la ville d'où vous nous regardez. Comme ça, je saurai jusqu'où elle a voyagé. Cette confidence que je vous fais ce soir, comme à mes vieux amis autour d'une tasse de café. L'église de notre petit village près de Marseille était emplie de fleurs d'élie et des roses, les préférées de Jacques. Leur parfum doux flottait dans l'air, mais moi, je ne sentais que l'amertume âpre du chagrin. Mes mains tremblaient tandis que je m'asseyais, au premier banc, les yeux rivés sur le cercueil de mon mari. 50 ans ensemble, envolés d'un coup comme un souffle. « Vous allez bien, maman, ma fille ?» Émilie serrait ma main, ses yeux rougis par les larmes. J'acquiesçais, incapable de parler. Qu'y avait-il à dire? Jacques était parti et aucun mot ne pouvait combler le vide qu'il laissait derrière lui. Mon Jacques, mon roc pendant un demi-siècle. Les gens arrivaient depuis le matin. Vieux amis, collègues, voisins, tous en noir, le visage grave offrant leurs condoléances. Certains que je reconnaissais à peine. Des visages du passé que Jacques avait su garder en contact pendant que moi, comme tant d'épouses, je m'effaçais dans l'ombre. J'aperçus mon fils Michel entrer par la porte latérale, sa femme Béatrice juste derrière lui. Mon cœur se serra à leur vue. Michel ressemblait tant à son père grand avec la même mâchoire carrée et ses yeux si doux. Mais aujourd'hui, ses yeux étaient froids distants. Béatrice le guidait d'une main dans le dos sa robe noire de couturier et son collier de perles, plus adapté à une réunion d'affaires qu'à des funérailles. Il n'avait pas rendu visite à Jacques à l'hôpital pas une seule fois durant ces dernières semaines, toujours trop occupé, trop d'excuses. « Je devrais aller saluer ton frère » murmurai-je à Émilie. « Maman, non, pas maintenant. » La voix d'Émilie était tendue. Elle et Michel ne s'étaient pas parlé depuis des mois, pas depuis la dispute sur les soins de Jacques. Béatrice avait insisté pour les soins palliatifs tandis qu'Émilie voulait tenter un traitement expérimental. Les frères et sœurs avaient tracé des lignes de bataille. Et moi, j'étais prise au milieu, regardant mon mari s'éteindre pendant que mes enfants se déchiraient. La cérémonie commença. Le prêtre parla de la vie de Jacques, de ses accomplissements, de son amour pour sa famille. Je n'entendais presque rien. Mon esprit était empli de souvenirs. Notre jour de noces, la naissance de nos enfants, ces soirées calmes sur la terrasse, à regarder le soleil se coucher sur les collines, main dans la main même après des décennies. Puis vint le moment pour la famille de prendre la parole. Émilie alla en premier, la voix brisée, en racontant comment son père lui avait appris à faire du vélo aidé pour ses projets de science, l'avait accompagnée à l'hôtel. Michel déclina de parler. Au lieu de cela, il resta raide à côté de Béatrice, qui ne cessait de lui murmurer à l'oreille. Enfin, ce fut mon tour. Mes jambes pesaient comme du plomb en approchant du pupitre. Je regardais la mère de visage, certains familiers, beaucoup non. Jacques fut, commençai-je, la voix cassée. Jacques fut tout pour moi. Mon mari, mon meilleur ami, mon partenaire en toutes choses. Les larmes coulaient librement maintenant, et je ne les retins pas. 50 ans d'amour méritaient ces larmes. Nous eûmes nos épreuves comme tout couple, continuai-je. Mais nous les affrontâmes toujours ensemble. C'est ça le mariage, tenir bon l'un à l'autre dans le bon comme dans le mauvais. Du coin de l'œil, je vis Béatrice se pencher pour murmurer quelque chose à la femme à côté d'elle. Ses lèvres se retroussèrent en ce qui ressemblait à un rictus. J'essayai de me concentrer sur mes mots, sur l'hommage à Jacques, mais ma voix flancha. Je le regretterai chaque jour du reste de ma vie, parvins-je à dire avant que les larmes ne m'emportent. En regagnant ma place, je l'entendis. La voix de Béatrice, pas tout à fait un murmure assez forte pour que ceux autour nous l'entendent. Regardez ces larmes de crocodile. Elle n'a même pas le droit de pleurer. Tout le monde sait qu'ils étaient pratiquement séparés. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je me figeai en plein pas, incapable de respirer, de bouger. Des halètements se propagèrent dans l'assemblée. Émilie se leva à moitié, la fureur sur le visage. Comment ose-t-elle, murmura quelqu'un. Mais ce fut la réaction de Michel qui me blessa le plus profondément. Il ne me défendit pas, il ne contredit pas sa femme. Il se contenta de détourner les yeux, le visage empourpré de gêne. Pas pour le comportement de Béatrice, mais pour moi. Je regagnais somehow ma place, tout mon corps engourdi. 50 ans de mariage réduits à des ragots et des mensonges aux funérailles de mon mari.
et mon propre fils assis en silence pendant que sa femme déchirait mon deuil en lambeaux. Le reste de la cérémonie passa dans un brouillard. Je n'entendis ni les prières finales, ni les annonces pour la réception. Je ne sentais que les regards, ce n'est que les murmures, le jugement. En sortant de l'église, Béatrice marchait devant avec Michel, la tête haute. Elle se tourna une fois vers moi, le triomphe luisant dans ses yeux. Mais il restait une épreuve à endurer, quelque chose que ni Béatrice ni Michel ne savaient venir. Le testament de Jacques devait être lu immédiatement après la cérémonie, à sa demande expresse, et malgré l'humiliation qui me brûlait la poitrine, je ne pus m'empêcher de sentir une étincelle d'autre chose en la voyant s'avancer d'un air conquérant. Jacques avait toujours été un planificateur méticuleux, et il avait vu clair en Béatrice bien avant moi. La première fois que je l'ai rencontrée, des sonnettes d'alarme ont retenti dans ma tête. Elle était charmante, trop charmante. Son rire était travaillé, son intérêt pour notre histoire familiale trop empressée. Jacques me serra la main sous la table ce soir-là, un signal silencieux que nous avions développé au fil des décennies. Il le sentait aussi. Elle essaie juste de nous impressionner, avait insisté Michel plus tard, quand j'avais timidement exprimé mes doutes. Il avait 38 ans, alors commençant à s'inquiéter de ne jamais trouver quelqu'un. Béatrice était belle, intelligente et apparemment éprise de lui. Qui étais-je pour m'opposer au bonheur de mon fils? Le mariage fut somptueux, bien plus élaboré que Michel ne l'avait jamais voulu. Mais Béatrice avait insisté et somehow mon fils pratique et l'économe accepta de dépenser presque toutes ses économies pour l'événement. Jacques et moi contribuâmes ce que nous pûmes, bien que Béatrice ait fait comprendre que notre don était insuffisant. Tes parents ne comprennent vraiment pas l'importance des apparences, n'est-ce pas? L'entendis-je dire à Michel pendant la réception. C'est mignon à l'ancienne. Les changements en Michel furent subtils au début. Il appelait moins souvent. Les dîners familiaux devinrent mensuels puis trimestriels. Quand il venait, Béatrice avait toujours une raison pour abréger la soirée. Michel a besoin de repos. Il travaille si dur, disait-elle, bien que les yeux de mon fils montraient ce qu'il voulait rester. Puis vinrent les excuses. Anniversaire manqué, fête annulée. Anniversaire oublié, toujours avec des excuses profuses, toujours avec des promesses de rattraper la fois d'après. Et cette fois d'après qui venait rarement. Quand Émilie donna naissance à son premier enfant, Michel et Béatrice arrivèrent 3 jours en retard. Nous avions un gala de charité, expliqua Béatrice sans se donner la peine de cacher son désintérêt pour sa nouvelle nièce. Tu sais à quel point ces relations sont importantes pour la carrière de Michel. Les galas de charité, les dîners d'affaires, les occasions de réseautage, tout semblait coïncider avec les rassemblements familiaux. Béatrice veillait à ce que l'agenda de Michel soit perpétuellement rempli, laissant peu de temps pour des visites ou des appels. Puis vinrent les remarques comme du poison goûtant lentement dans l'oreille de Michel. « Tes parents sont si attachés à leurs vieilles habitudes, disait-elle à portée de ma voix. Ils veulent bien faire, mais ils ne comprennent pas comment le monde fonctionne aujourd'hui. Ou c'est touchant comment ta mère pense encore devoir s'occuper de toi. Certaines mères, ne savent pas lâcher prise, n'est-ce pas? Et le pire de tout, ils me font toujours sentir que je ne suis pas assez bien pour toi, que personne ne le serait jamais pour leur précieux fils. Michel nous défendait faiblement au début, puis plus du tout. C'était plus facile d'acquiescer pour garder la paix avec sa femme. Le vrai point de rupture vint quand Jacques fut diagnostiqué d'un cancer il y a 3 ans. Les médecins étaient optimistes. Ils l'avaient détecté tôt, mais le traitement serait agressif, coûteux. Nous devrions discuter des options de soins, dit Béatrice lors d'une réunion familiale tendue. Ces traitements videront vos économies de retraite. Et pourquoi quelques années de plus? Même Michel parut choqué par sa froideur. Mais Béatrice recula vite, les larmes aux yeux. « Je m'inquiète juste pour vous deux, dit-elle serrant ma main de ses doigts aux ongles impeccables. Je veux ce qu'il y a de mieux, et parfois cela signifie faire des choix difficiles. » Somehow, elle transforma sa cruauté en souci, et Michel, désespéré de croire que sa femme ne calculait pas le fardeau financier de garder son père en vie, accepta son explication. Quand Jacques se remit après le premier round de traitement, je vis la déception dans les yeux de Béatrice. Elle comptait sur sa maladie pour leur donner accès à nos économies modestes. Quelles étaient? Les questions commencèrent bientôt après. Avions-nous mis à jour notre testament? La maison était-elle payée? Et l'assurance vie tout demandait avec une désinvolture travaillée comme si elle ne montrait qu'un intérêt pour notre bien-être. Jacques vit clair dans tout cela.
Une nuit après un autre dîner familial tendu où Béatrice nous avait cuisiné sur nos finances, il prit ma main et me mena dans son bureau. Il faut que je fasse des changements, dit-il doucement sortant un dossier de documents légaux. J'y pense depuis un moment. J'acquiesçai, comprenant sur le champ. Michel ne va pas aimer ça, soupira Jacques, paraissant soudain plus vieux que ses 73 ans. Michel ne pense pas clair, ça fait des années. Mais un jour, il verra la vérité. Et quand il la verra, nous devons nous assurer qu'il est protégé. Le garçon que nous avons élevé est toujours là. Il est juste perdu pour l'instant. Au cours des mois suivants, Jacques rencontra notre notaire plusieurs fois. Il ne me dit jamais les détails, juste qu'il remettait les choses en ordre. Quand le cancer revint l'année dernière, plus agressif qu'avant, il sembla presque en paix avec cela. « Promets-moi quelque chose, » dit-il une nuit tandis que je veillais à son chevet à l'hôpital. « Promets-moi de ne pas leur parler des changements au testament avant que je sois partie. » Béatrice essaiera juste de faire contester ça par Michel. Jacques ne parle pas comme ça. Tu vas vaincre ça encore. Il sourit, mais nous savions tous deux la vérité. Le traitement ne marchait plus cette fois. « Promets-moi, Thérèse. » Je promis. Et je tins cette promesse durant ces horribles derniers mois, durant les soins palliatifs, durant l'adieu douloureux et interminable. Je la tins quand Béatrice cessa complètement les visites, prétextant que la vue de Jacques alité était trop éprouvante. Je la tins quand Michel vint seul maladroit et coupable incapable de croiser mon regard. Je la tins aux funérailles, même tandis que les mots cruels de Béatrice tranchaient dans mon deuil. Je la tins en nous rendant au cabinet du notaire où les dernières volontés de Jacques allaient enfin être révélées. Béatrice était assise en face de moi, maintenant l'impatience gravée sur son visage, pendant que nous attendions que le notaire prépare les documents. Elle consultait sans cesse sa montre comme si elle avait un endroit plus important où être. « Espérons que ça ne traîne pas trop, » murmura-t-elle à Michel. « Nous devons commencer à voir ce qu'on fait de la maison. Le marché est bouillant en ce moment. » Michel hocha la tête distraitement, mais je surpris une lueur d'inconfort dans ses yeux. Une petite partie de lui était encore le garçon que Jacques et moi avions élevé le fils gentil et réfléchi qui avait été peu à peu effacé par des années d'influence de Béatrice. Le notaire entra dossiers en main et Béatrice se redressa son expression, passant à une gravité appropriée. Émilie était assise à côté de moi, sa main trouvant la mienne sous la table. Avant de commencer, dit le notaire, Monsieur Lefebvre a laissé des instructions précises. Il y a une lettre qui doit être lue en premier. Il me tendit une enveloppe, mon nom écrit de l'écriture familière de Jacques. Il a demandé que vous la lisiez à voix haute, Madame Lefebvre. Mes mains tremblèrent en l'ouvrant, me demandant quel dernier mot mon mari nous avait laissé et quelle bombe allait éclater. Mes mains tremblèrent en dépliant la lettre de Jacques. Le papier semblait usé comme s'il l'avait écrite et réécrite maintes fois avant de trouver les bons mots. Je me raclai la gorge et commençai à lire. Ma famille la plus chère, si vous lisez ceci, j'ai passé le cap vers ce qui vient après. Ne soyez pas triste trop longtemps. Nous savions tous que ce jour viendrait, et j'ai fait la paix avec cela. Avant que Maître Duval ne lise les détails légaux de mon testament, je veux expliquer mes décisions. Toute ma vie, j'ai essayé de faire ce qui est juste, pas ce qui est si facile. Ce dernier acte n'est pas différent. Thérèse, mon amour, tu m'as donné 50 belles années. Tu as tenu bon à mes côtés dans le succès comme dans l'échec, dans la santé comme dans la maladie. Tu as été mon ancre quand le monde semblait tourner follement. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, je le dois à ton soutien inébranlable. Michel, mon fils, j'ai regardé avec le cœur lourd. Comment tu t'éloignais? T'éloigner des valeurs que ta mère et moi avons essayé de t'inculquer. Je ne t'en blâme pas. Nous perdons tout notre chemin parfois. J'espère qu'un jour tu te souviendras de qui tu es vraiment. Émilie, ma fille, merci pour ta force, surtout pendant ma maladie. Ta mère en aura besoin dans les jours à venir. J'ai pris des décisions dans ce testament qui pourraient surprendre certains d'entre vous. Elles n'ont pas été prises dans la colère ou la rancune, mais avec des yeux clairs et un cœur plein. J'ai bâti quelque chose au fil de ma vie, et je veux m'assurer qu'il serve à la bonne cause après mon départ. Avec tout mon amour, papa. Je repliai la lettre, la vue brouillée de larmes. La pièce était silencieuse, sauf pour le tambourinement impatient des doigts de Béatrice contre la table de conférence polie. Maître Duval, le notaire de Jacques, depuis plus de 30 ans, se racla la gorge et ajusta ses lunettes. Passons maintenant à la lecture formelle du dernier testament de Jacques-Édouard Lefebvre. Béatrice se redressa sur sa chaise, un sourire jouant au coin de sa bouche. Elle prit la main de Michel, la serrant en anticipation. « À mon épouse, Thérèse. »
Anne Lefebvre, je lègue notre maison familiale au 1523, rue des Oliviers, libre de toute hypothèque, ou charge ainsi qu'une rente mensuelle de 4 000 € pour le reste de sa vie naturelle. J'acquiesçai, s'attendant à cela, au moins. Notre maison n'était pas grandiose, mais elle était nôtre, emplie de 50 ans de souvenirs. À ma fille Émilie Claire Lefebvre-Moreau, je lègue la somme de 100 000 € et ma collection de livres de première édition qu'elle a toujours admirée. Émilie allaita doucement à côté de moi. Les livres étaient précieux, à la fois en valeur monétaire et sentimentale. À mon fils Michel Jacques. Jacques Lefebvre continua maître Duval. Je lègue la somme de 10 000 €. La tête de Béatrice se redressa d'un coup, son sourire s'évanouissant. C'est tout, siffla-t-elle. Michel resta figé, la confusion gravée sur son visage. Maître Duval leva une main, indiquant qu'il n'avait pas fini. Cependant, j'ai établi un fonds en fiducie d'un montant de 250 000 € pour mon petit-fils Jules Michel Lefebvre, à utiliser exclusivement pour son éducation et son bien-être. Qu'est-ce que cela veut dire exclusivement, exigea Béatrice. Cela signifie, expliqua patiemment maître Duval, que les fonds ne peuvent être accédés que pour des dépenses directement liées à l'éducation, aux soins de santé et aux besoins de base de Jules. Madame Lefebvre et moi-même sommes nommés cofiduciaires. Je regardais le visage de Béatrice s'empourprer de colère. Elle comptait sur un héritage substantiel de l'argent qu'elle pourrait contrôler. Au lieu de cela, Jacques s'était assuré que notre petit-fils serait pris en charge, mais d'une manière que Béatrice ne pourrait exploiter. Quant au reste de mon patrimoine, continua maître Duval, incluant mes investissements compte de retraite et les produits de mon assurance vie, je le lègue à la Fondation Jacques et Thérèse Lefebvre, que j'ai établie pour soutenir la recherche médicale sur les cancers pédiatriques. Béatrice bondit sur ses pieds. C'est ridicule. Il doit y avoir une erreur. Elle se tourna vers Michel. Dis quelque chose. Ça ne peut pas être légal. Michel semblait assommé comme s'il avait reçu une gifle. Papa a laissé presque tout à une œuvre de charité. Maître Duval hocha la tête. Monsieur Lefebvre a été très précis sur ses volontés. La fondation était quelque chose qu'il et Madame Lefebvre avaient discuté pendant des années depuis que votre sœur Sophie est décédée de leucémie. Sophie, notre première-née, la fille que nous avons perdue à 7 ans seulement. La douleur s'était atténuée au fil des décennies, mais elle n'avait jamais vraiment disparu. Jacques et moi avions souvent parlé de faire quelque chose de significatif en sa mémoire, mais je n'avais pas idée qu'il était passé à l'acte. C'est scandaleux, bafouilla Béatrice. Nous allons contester, Michel et son fils. Il mérite sa part équitable. Madame Lefebvre dit calmement maître Duval. Je dois vous informer que Monsieur Lefebvre a anticipé une contestation de son testament. Il a laissé une documentation étendue expliquant ses décisions, incluant des registres détaillés des aides financières déjà fournies à Michel au fil des ans, totalisant bien plus de 300 000 €. Contester le testament rendrait ces registres publics. Le visage de Michel pâlit. Les prêts qu'il avait demandé au fil des ans de l'argent pour des ventures d'affaires qui n'avaient jamais abouti pour l'acompte sur la maison que Béatrice avait insisté pour qu'ils achètent pour la voiture de luxe qu'elle prétendait essentielle pour faire bonne impression. Jacques n'avait jamais demandé de remboursement, mais il avait apparemment tenu des registres méticuleux. « Il ne peut pas faire ça », murmura Béatrice, mais sa voix manquait de conviction. « C'est pas juste. »« C'est parfaitement légal », répondit maître Duval. Et à mon avis professionnel, ce serait imprudent de contester. Émilie tendit la main et serra la mienne. Je serrai en retour, reconnaissante de son soutien. Je n'avais pas connu cette partie du plan de Jacques, mais je n'en étais pas surprise. Il avait toujours cru à faire ce qui est juste même quand c'était difficile. La réunion se termina peu après avec Béatrice tempestant dehors sans un mot. Michel s'attarda l'air perdu. « Maman, dit-il, la voix petite. Je ne savais pas pour la fondation pour Sophie. » « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Michel, répondis-je doucement. Mais peut-être que maintenant tu vas commencer à poser les bonnes questions. » Il hocha lentement la tête, puis suivit sa femme dehors. Tandis qu'Émilie et moi ramassions nos affaires, maître Duval me tendit une petite enveloppe. « Une chose de plus, dit-il. Jacques m'a demandé de vous la donner en privé. À l'intérieur, une seule clé et une note de l'écriture de Jacques pour quand tu seras prête. Tout mon amour G. » Le matin après la lecture du testament, je me tenais dans ma cuisine accomplissant les gestes de faire du café. Je n'avais presque pas dormi, mon esprit rejouant l'indignation de Béatrice, la confusion de Michel et cette clé mystérieuse qui trônait maintenant sur mon comptoir.
Qu'avait planifié Jacques que je ne savais pas? Mon téléphone sonna me tirant de mes pensées. Le nom d'Émilie clignotait sur l'écran. Maman, as-tu vu ce que Béatrice a posté? Mon estomac se noua. Non. Quoi encore? Elle est sur Facebook racontant à tout le monde que toi et papa l'avaient manipulé pour changer son testament quand il était malade. Elle dit que vous avez profité de son état affaibli pour punir Michel. Je m'affaissai sur une chaise de cuisine soudain épuisée. C'est absurde. Jacques était parfaitement lucide jusqu'à la fin. Je le sais, et tu le sais, dit Émilie, la voix serrée de colère. Mais elle se peint, elle et Michel, en victime. Elle a même tagué des membres de la famille et des amis communs. Je fermai les yeux, sentant un mal de tête monter. Laisse-la déblatérer. Ceux qui connaissaient vraiment ton père ne la croiront pas. Mais le mal se répandait déjà. En quelques heures, mon téléphone vibrait de messages et d'appels de parents et connaissances. Certains offrant du soutien, d'autres questionnant les décisions de Jacques. Quelques-uns suggérèrent même que je fasse la bonne chose et partage l'héritage avec Michel comme par devoir. Ma sonnette retentit. Par le Judas, je vis Michel sur le porche seul. Il avait l'air terrible, mal rasé, cernes noires sous les yeux. J'hésitai puis ouvris la porte. Maman, dit-il, la voix rauque. Il faut qu'on parle. Je le laissai entrer, l'invitant vers le salon. Il s'assit au bord du canapé, mal à l'aise, dans sa maison d'enfance. Béatrice veut que je conteste le testament. Il lâcha d'un coup. Elle dit que papa ne pensait pas clair à cause des médicaments. Elle dit qu'on peut prouver qu'il était manipulé. Par moi, tu veux dire. Ma voix était plate. Michel eut au moins la décence de paraître honteux. Je n'ai pas dit ça, mais elle si. Il passa une main dans ses cheveux, un geste si rappelant Jacques que mon cœur se serra. Elle est contrariée. Nous comptions sur l'héritage pour payer des dettes. Quelle dette, Michel? Il détourna les yeux. Béatrice a des goûts chers et ses ventures d'affaires n'ont pas été aussi réussies qu'elle le prétend. Donc, elle t'a épousé en attendant que l'argent de ton père résolve ses problèmes. Ce n'est pas juste, maman, n'est-ce pas? Quand est-ce la dernière fois qu'elle a montré un intérêt sincère pour ton père, pour moi, pour cette famille? Il ne répondit pas, ce qui valait réponse. Ton père t'aimait, Michel, mais il n'était pas aveugle. Il voyait ce qui se passait. Comment Béatrice t'isolait, comment elle visait toujours l'argent. Papa aurait pu m'en parler s'il était inquiet, plaida faiblement Michel. Aurais-tu écouté le défiège? Ou aurais-tu rapporté tout à Béatrice qui t'aurait convaincu que nous étions juste difficiles comme d'habitude? Son silence confirma ce que je savais déjà. Si tu contestes le testament, dis-je doucement, tu perdras et tu détruiras ce qui reste de notre relation. C'est ce que tu veux, non, murmura-t-il. Mais je ne sais pas quoi faire. Béatrice est furieuse. Elle dit que je dois choisir entre elle et toi. Mon cœur se brisa pour mon fils piégé dans un mariage bâti sur la manipulation et le contrôle. Ce n'est pas de l'amour, Michel, c'est de la possession. Il se leva brusquement. Je devrais y aller. Je voulais juste te voir, Michel l'appelai-je, alors qu'il atteignait la porte. Ton père t'a laissé quelque chose qui n'est pas dans le testament. Il se tourna confus. Quoi? Une chance de te souvenir de qui tu es vraiment. Après son départ, je m'assis seule dans la maison silencieuse. Les souvenirs de Jacques m'entouraient. Son fauteuil préféré encore marqué par l'empreinte de son corps. La collection de trains miniatures sur lesquels il travaillait. Les photos de famille retraçant notre vie ensemble. Je ramassai la clé mystérieuse la faisant tourner entre mes mains. Qu'avait laissé Jacques pour que je trouve ce soir-là? En triant une pile de cartes de condoléances, la sonnette retentit de nouveau. Cette fois, c'était Béatrice impeccable, dans un tailleur cher, son visage un masque de soucis travaillé. Thérèse, dit-elle, la voix sirupeuse. Je pensais qu'on devrait parler femme à femme. J'aurais presque claqué la porte à son nez, mais la curiosité l'emporta. Je m'écartai, la laissant entrer. Elle jeta un œil au salon, évaluant tout d'un regard critique. Cette maison a tant de potentiel. Avec les bonnes rénovations, elle pourrait valoir cher. Elle n'est pas à vendre, dis-je platement. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr que non, mais soyons pratiques. Cet endroit est trop grand pour toi seul et l'entretenir sera coûteux. Je m'en sortirai. Elle s'assit sans y être invitée, croisant les jambes avec élégance. Je serai directe. Michel mérite sa part équitable de l'héritage de son père. Jacques ne pensait pas clair quand il a fait ces changements. Si tu acceptes de contester le testament avec nous, nous pourrions arriver à un arrangement qui profite à tout le monde. Tout le monde signifiant toi, dis-je. Son sourire se crispa. Cette fondation est une belle idée, mais la charité commence à la maison. Non, Michel est le fils de Jacques, son seul fils.
Jacques savait exactement ce qu'il faisait, répondis-je. Et toi aussi, Béatrice. Tu n'as jamais tenu à cette famille. Tu n'as tenu qu'à ce que tu pouvais en tirer. Son masque se fissura un instant. Tu ne m'as jamais aimé. Tu as empoisonné Michel contre moi dès le début. Non, Béatrice, tu t'en es chargée toute seule. Elle se leva, lissant sa jupe. Très bien fait comme tu veux. Mais souviens-toi, Michel me choisira. Il le fait toujours. Et quand il le fera, tu seras complètement seule. Après son départ, je m'assis dans le fauteuil de Jacques, sentant le poids de sa menace. Avait-elle raison, Michel la choisirait-il comme tant de fois avant, l'idée de perdre mon fils pour de bon me serrait la poitrine. Cette nuit-là, je rêvais de Jacques. Nous étions jeunes de nouveau, marchant le long de la plage où nous avions passé notre lune de miel en Camargue. Fais-moi confiance, dit Jacques de rêve souriant de ce sourire familier. Tout ira bien. Je me réveillais les joues mouillées de larmes, mais aussi avec un sentiment de paix. Quoi qu'il advienne ensuite, je l'affronterai avec la force que Jacques avait toujours vue en moi. Le lendemain matin, je reçus un texto de Michel. Béatrice veut que je déménage dans une autre région. Elle dit qu'il n'y a plus rien pour nous ici. Mon cœur sombra. Donc c'était son plan éloigner physiquement Michel de toute influence que je pourrais encore avoir sur lui, achever l'isolement qu'elle ourdissait depuis des années. Je fixai le téléphone incertaine de comment répondre. Puis mes yeux tombèrent sur la clé mystérieuse que Jacques m'avait laissée. Il était temps de découvrir ce qu'elle ouvrait. Dans notre armoire à coucher derrière les costumes de Jacques se trouvait un petit coffre-fort, auquel je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention. Jacques y gardait les papiers importants, mais j'avais toujours laissé cela à lui. D'une main tremblante, j'insérai la clé dans la serrure. À l'intérieur, une enveloppe de manille avec mon nom dessus. Et en l'ouvrant, je compris enfin le dernier cadeau de Jacques pour moi et pour Michel. C'était de la preuve, des preuves accablantes qui changeraient tout. D'une main tremblante, j'étalai le contenu de l'enveloppe sur la table de salle à manger. La même table où notre famille avait partagé des repas, fêté des anniversaires, joué à des jeux de société les dimanches pluvieux. Maintenant, elle portait la preuve de la tromperie de Béatrice. Relevé bancaire montrant de gros retraits des comptes de Michel transférés vers des comptes au nom de Béatrice seule. Relevé de cartes de crédit révélant des achats de luxe alors qu'elle prétendait qu'il galérait financièrement. Capture d'écran de messages privés entre Béatrice et ses amis, se moquant de notre famille, appelant Jacques et moi des distributeurs automatiques sur pattes, discutant de comment elle comptait encaisser une fois Jacques parti. Le plus accablant de tout était une lettre de consultation d'un avocat en divorce datée d'il y a juste 3 mois. Béatrice planifiait de quitter Michel après avoir sécurisé ce qu'elle croyait être son héritage substantiel. Je m'assis lourdement sur une chaise, le cœur brisé pour mon fils. Comment le lui dire devais-je le lui dire Jacques avait laissé ses preuves pour moi, mais les utiliser dévasterait Michel. Pourtant, les cacher pourrait le condamner à des années de plus de manipulation de Béatrice, avant que je puisse décider ma sonnette retentit de nouveau. Je ramassai hâtivement les papiers, les remettant dans l'enveloppe avant d'ouvrir. C'était Michel, l'air encore pire qu'avant. Ses yeux étaient rougis, ses vêtements froissés. « Maman, dit-il, la voix brisée. Je peux entrer, je m'écartai remarquant la petite valise à ses pieds. Que s'est-il passé? Il passa devant moi, vers le salon, s'affaissant sur le canapé, comme si ses jambes ne le portaient plus. Béatrice et moi, on s'est disputés, gravement. Je m'assis à côté de lui attendant. Elle veut que je coupe tout contact avec toi complètement. Elle dit soit je la choisis, soit je te choisis. Il passa une main dans ses cheveux en désordre, et quand je n'ai pas accepté tout de suite, elle a dit des choses. Quelle chose, Michel? Il leva les yeux brillants de larmes contenues. Qu'elle n'a jamais vraiment aimé papa, qu'elle l'attendait juste qu'il meure pour qu'on ait l'argent. Que toi et moi n'étions que des tremplins pour le train de vie qu'elle mérite. Je pris une respiration lente prudente. Et qu'as-tu dit? Je suis partie. Il désigna la valise. J'ai juste pris des vêtements et je suis sortie. Je ne savais pas où aller d'autre. Malgré tout, mon cœur se gonfla d'un espoir prudent. C'était la première fois en années que Michel me choisissait plutôt que Béatrice. Mais je savais que ce n'était pas si simple. Béatrice ne le laisserait pas partir sans combat. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, dis-je. » Il hocha la tête, puis remarqua l'enveloppe que j'avais posée sur la table basse. « C'est quoi ça ?» J'hésitais. Était-ce le bon moment? Cela le repousserait-il de nouveau? Mais en regardant mon fils, en le voyant vraiment pour la première fois, en année vulnérable et blessée, je sus que je devais lui confier la vérité. « Ton père m'a laissé ça, dis-je, ouvrant l'enveloppe. Je pense qu'il voulait que je l'utilise si nécessaire. Silencieusement, je lui tendis les documents.
Je regardais son visage tandis qu'il les lisait. Choc, incrédulité, colère et enfin une tristesse profonde accablante. Comment papa a-t-il eu ça murmura-t-il. Je ne sais pas. Il ne m'en a jamais parlé. Michel posa les papiers, avec soin comme s'il pouvait le brûler. Tout ce temps, dit-il, la voix brisée. Tout ce temps, je l'ai défendu. Je l'ai choisi contre toi et papa. Je l'ai cru quand elle disait que vous essayiez de me contrôler, que vous ne vouliez pas mon bonheur. Elle était très convaincante, dis-je doucement. Ce n'est pas une excuse. Il se leva soudain, faisant les 100 pas dans la pièce. J'aurais dû voir. J'aurais dû savoir qui elle était vraiment. Michel, non maman. J'étais aveugle, aveugle volontaire. Et je vous ai blessés, toi et papa, à cause de ça. Je traversais la pièce vers lui, prenant ses mains dans les miennes. Elles étaient si semblables à celles de Jacques, fort capable. Ton père ne t'a jamais cessé d'aimer. Moi non plus. Ses épaules s'affaissèrent. Comment peux-tu me pardonner si facilement parce que c'est ce que font les parents? Je serrai ses mains, et parce que je sais que le vrai toi est toujours là, le garçon que ton père et moi avons élevé. Gentil, réfléchi, honnête. Béatrice ne l'a pas détruit. Elle l'a juste enterré un moment. Michel me serra dans ses bras quelque chose qu'il n'avait pas fait en années. Un instant, nous restâmes là, mère et fils, entamant le long processus de guérison. Cette nuit-là, après que Michel se fut installé dans son ancienne chambre, je m'assis dans le fauteuil de Jacques, sentant sa présence tout autour de moi. Tu savais, n'est-ce pas, murmurai-je à la pièce vide. Tu savais qu'elle pousserait trop loin un jour. Le lendemain matin, autour d'un café, Michel et moi entamâmes la conversation difficile sur ce qui venait ensuite. Il était déterminé à demander le divorce, mais inquiet pour Jules. Béatrice essaiera de l'utiliser comme levier, dit-il. Elle a déjà menacé de limiter mon accès si je ne fais pas ce qu'elle veut. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. C'était Émilie. Maman, as-tu vu Facebook? Demanda-t-elle sans préambule. Béatrice poste des horreurs sur Michel, maintenant prétendant qu'il l'a abandonné, elle et Jules. Elle raconte à tout le monde qu'il est mentalement instable, qu'il a besoin d'aide. Le visage de Michel se durcit tandis que je relayais le message d'Émilie. C'est fini, dit-il. Je ne la laisse plus contrôler le récit. Il sortit son téléphone et commença à taper furieusement. Je regardais mon fils si passif si longtemps prendre enfin position. J'ai été silencieux trop longtemps, lut-il à voix haute en tapant. Par respect pour mon père défunt et ma famille, j'ai laissé rumeurs et accusations sans réponse. Mais je ne peux plus me taire. La vérité, c'est que mon mariage a été bâti sur la tromperie et la manipulation. Ma femme m'a épousée pour le gain financier, pas par amour. Mes parents ont vu ce que je refusais de voir. Papa, si tu regardes, je comprends enfin ce que tu essayais de me dire. Pardon d'avoir mis si longtemps. Il posta puis leva les yeux vers moi. Ce n'est pas assez, mais c'est un début. En minutes, son téléphone se mit à bourdonner de notifications, amis exprimant du soutien, famille offrant de l'aide, et bien sûr une rafale de textos furieux de Béatrice. Elle menace de prendre Jules et de déménager dans une autre région. Michel dit la voix tendue d'inquiétude. Elle dit que je ne le verrai plus jamais. Je pensais aux preuves dans l'enveloppe, les malversations financières, le divorce planifié, les messages privés révélant le vrai caractère de Béatrice. Jacques nous avait fourni tout ce dont nous avions besoin. Elle n'emmènera Jules nulle part, dis-je avec une détermination nouvelle. Ton père s'en est assuré. Michel me regarda, une étincelle d'espoir dans les yeux pour la première fois en jour. Que veux-tu dire? Je veux dire que Jacques Lefebvre était toujours 3 pas en avant de tout le monde, répondis-je tendant vers l'enveloppe, et il nous a laissé une carte routière pour gérer Béatrice. Tandis que j'exposais le plan que Jacques avait mis en branle avant sa mort, je sentis une chaleur se répandre en moi. Mon mari était parti, mais son amour et sa protection nous entouraient encore. Il avait su que ce jour viendrait et il s'y était préparé avec son soin caractéristique. Pour la première fois depuis le diagnostic de Jacques, je sentis le poids sur mes épaules s'alléger. Nous avions une longue route devant nous, mais nous la parcourions ensemble, mère et fils, avec la sagesse de Jacques nous guidant. Béatrice nous avait sous-estimés tous. Jacques avec sa prévoyance discrète, moi avec ma force patiente, et Michel dont le vrai caractère émergeait enfin des ombres. Son règne de manipulation était fini. Cette nuit-là, tandis que Michel et moi feuillettions de vieux albums de famille, mon téléphone bipa d'un message de Maître Duval. Papier déposé selon les instructions de Jacques. Audience pour garde fixée. Béatrice a été signifiée. Michel et moi échangeâmes un regard d'optimisme prudent. La bataille n'était pas terminée, mais pour la première fois, nous la menions ensemble. 1 an après les funérailles de Jacques, je me tenais dans notre jardin regardant Jules poursuivre un papillon sur l'herbe fraîchement tondue.
Mon ses fils avait eu 8 ans le mois dernier, fêtant cela avec une partie qui réunissait notre famille nouvellement guérie. Michel faisait griller des merguez sur le barbecue que Jacques avait tant aimé, tandis qu'Émilie disposait un plat de fruits frais à proximité. Les 12 derniers mois avaient été difficiles mais transformateurs. Béatrice n'avait pas capitulé facilement. Elle avait combattu le divorce avec une virulence qui choqua même ceux qui la connaissaient en trop bien, répandant des mensonges sur la santé mentale de Michel, prétendant à des difficultés financières, essayant même de monter Jules contre son père. Mais l'épreuve de Jacques avait été décisive. Les registres financiers montrant la tromperie de Béatrice, la consultation avec l'avocat en divorce, les messages accablants discutant de ses plans pour quitter Michel après avoir sécurisé son héritage. Il peignait le portrait clair d'une femme calculatrice qui avait épousé pour l'argent, pas par amour. Le juge avait accordé à Michel la garde principale avec à Béatrice des visites supervisées jusqu'à ce qu'elle complète une thérapie. Elle avait quitté la région peu après, déménageant en Bretagne avec un nouveau compagnon. Ses visites à Jules étaient devenues de plus en plus rares. Maman appela Michel du barbecue, c'est presque prêt. J'acquiesçais souriant tandis qu'il retournait une merguez exactement comme Jacques le lui avait appris. Mon fils avait tant changé au cours de l'année passée, se débarrassant de la coquille passive qu'il avait développée pendant son mariage avec Béatrice. Le vrai Michel, réfléchi, gentil, confiant, était enfin réapparu. Il avait emménagé dans une petite maison à 3 rues d'ici assez près pour que Jules puisse venir à pied après l'école. Notre relation s'était guérie lentement, douloureusement parfois, tandis que nous naviguions à travers des décennies de sentiments blessés et de malentendus, mais nous avions tenu bon, comme Jacques l'aurait voulu. Grand-mère Regarde appela Jules tenant un chenillard qu'il avait découvert. On peut le mettre dans un bocal et le regarder se transformer en papillon. Bien sûr, mon cœur, répondis-je. Ton grand-père aurait adoré ça, il avait toujours des bocaux de bestioles intéressantes quand ton papa était petit. Jules sourit, révélant une dent de devant manquante. Papa dit que grand-père Jacques connaissait tout sur la nature, il en savait pas mal. J'acquiesçais, sentant la douleur familière qui montait chaque fois que Jacques était mentionné. La peine s'était adoucie, avec le temps se transformant d'un coup vif en une douleur sourde comme une vieille blessure qui se réveille par temps froid. Après le déjeuner, tandis que les enfants jouaient à un jeu de société sur la terrasse, Michel m'aida à débarrasser la table. Nous travaillâmes en silence confortable jusqu'à ce qu'il parle. J'ai trouvé quelque chose hier en fouillant de vieilles boîtes dans le garage. Il fouilla dans sa poche et sortit un petit carnet de cuir usé. Je pense que c'est le journal de papa. Mon cœur sauta un battement en le reconnaissant. Jacques avait porté ce carnet partout durant la dernière année de sa vie, y notant pensées et observations. J'avais cru qu'il était perdu. « L'as-tu lu » demandai-je. Michel secoua la tête. « Ça ne me semblait pas juste sans toi. » Nous nous assîmes à la table de cuisine, le journal entre nous. D'une main tremblante, j'ouvris à la première page datée peu après le diagnostic de Jacques. « Je pense à l'héritage », avait écrit Jacques de son écriture inclinée familière. « Pas l'argent ou la propriété. Ce ne sont que des choses. Le vrai héritage, ce sont les valeurs qu'on transmet, les leçons qu'on enseigne, l'amour qu'on partage, qui continue après qu'on est parti. » Je lus à voix haute la voix douce. Michel écouta attentivement, essuyant parfois une larme. Page après page révélaient les pensées de Jacques durant ces derniers mois. Ses inquiétudes pour Michel, sa fierté pour Émilie, son amour indéfectible pour moi et ses plans prudents pour nous protéger tous après son départ. Près de la fin du journal, une entrée se détachait. Thérèse pense que je suis trop dure avec le testament. Elle croit que Michel finira par voir clair en Béatrice sans mon intervention. Peut-être a-t-elle raison, elle l'a d'habitude sur ces choses. Mais je ne peux pas laisser au hasard. J'ai vu la douleur dans les yeux de mon fils, la façon dont il est déchiré entre les exigences de sa femme et son amour pour sa famille. Je dois lui donner un chemin clair pour revenir vers nous, même si cela signifie faire des choix difficiles maintenant. Je dois faire confiance que le jeune homme que Thérèse et moi avons élevé est toujours là, luttant pour sortir. Et quand il le fera, nous l'attendrons les bras ouverts, prêts à l'accueillir chez lui. Les épaules de Michel tremblèrent de sanglots silencieux. « Il savait, murmura-t-il. Il savait que j'étais piégée et il a trouvé un moyen de me libérer. » Je tendis la main par-dessus la table et pris la sienne. « Ton père voyait toujours plus qu'il ne le laissait paraître. Il croyait en toi-même quand tu ne croyais pas en toi-même. » Plus tard ce soir-là, tandis que le soleil se couchait sur le jardin où Jacques et moi avions passé d'innombrables soirées d'été, je m'assis seule sur la balançoire de porche qu'il avait construite des décennies plus tôt.
Le journal reposait sur mes genoux, ouvert à la toute dernière entrée datée 3 jours avant sa mort. Ma plus chère Thérèse trouvera ceci un jour quand le moment sera juste. Mon amour, tu as été mon cœur, mon âme, mon souffle même pendant 50 ans. Quand tu liras ceci, je serai partie. Mais sache que mon amour pour toi continue au-delà de cette vie. La partie la plus dure du départ, c'est de savoir que je ne verrai plus ton sourire, que je ne sentirai plus ton toucher, que j'entendrai plus ton rire. Mais je pars en paix, sachant que j'ai fait tout ce que je pouvais pour protéger notre famille. Souviens-toi de ce que je te disais toujours sur le jardinage. Parfois, il faut tailler les branches malades pour que les saines puissent prospérer. Béatrice était la maladie menaçant notre arbre familial. D'ici que tu lises ceci, la taille sera faite et la guérison commencée. Fais confiance au processus, mon amour. Fais confiance à Michel. Et surtout, fais confiance à toi-même. Tu es plus forte que tu ne le sais. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Tout mon amour, Jacques. Les larmes coulaient librement sur mes joues, tandis que je refermais le journal. La balançoire grinça doucement, presque comme si Jacques était assis à côté de moi, la poussant du pied, comme il le faisait toujours. Grand-mère. La petite voix de Jules me tira de ma rêverie. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, son pyjama froissé, son ours en peluche, sous le bras. Papa dit que je peux dormir chez toi ce soir. C'est bon. J'essuyai mes yeux et souris. Bien sûr que c'est bon. Tu peux dormir dans la chambre d'amis ou... J'hésitai, puis continuai. Tu peux dormir dans le bureau de grand-père sur le canapé-lit. Il disait toujours que c'était le meilleur endroit de la maison pour dormir. Le visage de Jules s'illumina. Vraiment, dans la pièce spéciale de grand-père. Vraiment, il aimerait ça, je pense. Après avoir bordé Jules dans le canapé-lit entouré des livres et des trains miniatures de Jacques, je m'arrêtai dans l'encadrement de la porte. La tête ébouriffée de mon petit-fils reposait sur le même oreiller où Jacques avait fait tant de siestes d'après-midi. Le cercle de la vie continuant malgré la perte et le chagrin, Michel apparut à côté de moi, regardant son fils dormir. « Merci, maman », murmura-t-il, « pour tout. » Je m'appuyai contre lui, puisant de la force en sa présence. Ton père serait si fier de toi, de nous tous, ensemble. Nous fermâmes doucement la porte du bureau et retournâmes sur le porche. La nuit était tiède, le ciel clair et étoilé. Jacques adorait les nuits comme ça. Tu penses qu'il savait comment tout tournerait ? Demanda Michel, levant les yeux vers les constellations que son père lui avait apprises à identifier enfant. Je pensais au journal au plan prudent de Jacques, à la façon dont il avait orchestré son dernier acte d'amour d'outre-tombe. Oui, dis-je avec certitude, il savait exactement ce qu'il faisait, il le savait toujours. Tandis que nous restions assis en silence confortable, je sentis une paix m'envahir. La douleur de perdre Jacques ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle s'était transformée en quelque chose de beau, une famille renouvelée plus forte qu'avant, liée par un amour qui transcendait même la mort. Le dernier acte d'amour de Jacques n'avait pas été le testament qui avait fait taire les accusations cruelles de Béatrice. Ça avait été le chemin qu'il avait tracé pour nous, nous guidant les uns vers les autres quand nous en avions le plus besoin. Et pour cela, j'en serai éternellement reconnaissante.